tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 30 minutes d'enquête consacrée à la situation au Yémen et à la responsabilité plus ou moins importante des pays occidentaux. Nous commençons tout de suite avec notre spécialiste de géopolitique, Manon Varlas. Bonsoir Manon. Bonsoir Adélie. Pouvez-vous nous faire un rapide topo de la situation au Yémen en ce moment et d'où est partie cette instabilité? Bien sûr, comme on peut le voir sur ces images, tout commence en 2004 avec la rébellion des chiites de Saada. En effet, dans le nord du pays, dans le gouvernorat de Saada, à la frontière avec l'Arabie Saoudite, les chiites zédites entrent en conflit avec le pouvoir central de Sanaa, la capitale. Le Yémen est majoritairement sunnite mais compte une minorité chiite, 40% de la population sur 27 millions d'habitants. S'ensuivent alors des manifestations et des heurts avec le pouvoir central qui dénonce une rébellion. La police tue des dizaines de contestataires et en arrête des milliers. Le meneur de la contestation, Badreddine Al-Houssi, celui qui donne son nom aux rebelles les Houthis, est tué par les autorités en septembre 2004. Ces populations sont différentes sur certains points. Tout d'abord, les chiites et les sunnites ne reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali, le gendre du prophète, sont les chiites, tandis que ceux majoritaires qui choisissent Abu Bakr, le compagnon de Mahomet, eux, sont sunnites. Ensuite, le chiisme se distingue par un clergé très hiérarchisé, tandis que les sunnites acceptent que l'autorité religieuse ainsi que politique soit fondue dans une même personne. Sans oublier le fait que le Yémen est touché par le printemps arabe. Je vous laisse avec une spécialiste qui va vous expliquer plus en détail ce qu'est ce printemps. Le monde arabe est fortement touché en 2011 par un mouvement de nature inédite issu des sociétés qui manifestent contre les modalités de gouvernement autoritaire auxquelles elles sont soumises depuis des décennies. Débutant en Tunisie, ce mouvement gagne rapidement l'Égypte, ainsi que des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. L'incertitude règne encore quant à l'issue des changements, soit que les régimes aient réussi à arrêter la contestation en faisant des concessions pour maintenir à tout prix la paix sociale, comme le Maroc, Algérie, Arabie Saoudite, Oman et Koweït. Soit qu'ils aient exercé une répression féroce, comme le Bahreïn, Syrie et le Yémen, soit qu'ils aient été abattus par la contestation de la rue, comme la Tunisie et l'Égypte, ou au prix d'une coûteuse guerre civile, comme la Libye. Les solutions mises en œuvre révèlent avant tout de la politique interne aux États concernés, mais elles ne manqueront pas d'avoir des conséquences régionales, voire internationales importantes. En 2011, malgré les annonces du président Ali Abdallah Saleh concernant l'organisation anticipée d'élections et une révision de la Constitution, les manifestations ne faiblissent pas et se terminent souvent par une répression sanglante. Il faut l'intervention des États-Unis et des pays du Golfe pour négocier le départ du président Saleh. Ce dernier accepte de céder le pouvoir dans le cadre d'un accord de transition. Début 2012, le vice-président Abderrabou Mansour Hadi prend la tête du pays puis remporte les élections organisées dans la foulée. Cependant, durant cette période, Al-Qaïda dans la péninsule arabique profite du chaos pour étendre son influence territoriale. 4 ans après, l'instance chargée du dialogue national préconise de transformer le pays en État fédéral composé de 6 provinces. Le projet prévoit que le gouvernorat de Saada, fief des rebelles chiites, soit intégré à un territoire plus vaste au sud. Mais les houthis refusent. Ils demandaient une région qui leur soit propre et un accès à la mer. Dès l'été 2014, les rebelles reprennent leur offensive et étendent leur influence. En septembre, ils entrent dans la capitale Sanaa. En janvier 2015, ils assiègent le palais présidentiel. En mars, ils contrôlaient Taïz, plus au sud. En mars 2015, le président Hadi fuit Aden, où il avait trouvé refuge après le siège du palais présidentiel de Sanaa par les rebelles houthis. Il rejoint l'Arabie Saoudite. Dans la nuit du 25 au 26 mars, l'armée saoudienne, à la tête d'une coalition arabe soutenue par les États-Unis, bombarde le palais présidentiel déserté, l'aéroport international, une base militaire ainsi que le bureau politique des rebelles. Le président iranien condamne une agression militaire et une démarche dangereuse. En 2017, après 2 ans de bombardements et de combats, l'ONU estime que le conflit a causé la mort de près de 7700 personnes, principalement des civils, et a fait plus de 40 000 blessés. La communauté internationale s'inquiète aussi du nombre de bavures ou d'attaques intentionnelles de la part de la coalition contre des civils. Fin 2015, au moins 131 personnes, dont des femmes et des enfants, sont tuées dans le bombardement d'une salle où était célébré un mariage. En octobre 2016, c'est une cérémonie funéraire qui est visée, bilan plus de 140 morts. Par ailleurs, l'ONU pointe le risque de famine. Selon l'organisation, 14 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont 7 millions d'insécurité alimentaire sévère. Le Yémen est en proie à l'une des plus graves et des plus complexes crises humanitaires. La quasi-totalité de la population a besoin d'une assistance humanitaire, mais le conflit a provoqué des déplacements de population et des situations de famine. Des fonctionnaires n'ont plus été payés pendant des mois,
et les aéroports ont été rendus inaccessibles et de ce fait, les livraisons pour aider la population n'ont pas pu se faire. Après son départ du pouvoir, le président Saleh est revenu sur le devant de la scène yéménite en 2015 en rejoignant les rebelles houthis pour reprendre le pouvoir. Cette alliance va durer 2 ans. Le 2 décembre 2017, l'ancien président a de manière spectaculaire décidé de se rapprocher du camp saoudien pour obtenir une levée du blocus à l'origine de la situation humanitaire désastreuse. Ce revirement est dénoncé comme une trahison par les houthis qui se sont engagés dans des combats avec des partisans d'Ali Abdallah Saleh. Le 4 décembre, des militants houthis ont fait circuler sur les réseaux sociaux le cadavre de l'ex-président. Sa mort a été confirmée par des cadres qui travaillaient avec lui dans son ancien parti. L'année dernière, en 2018, on dénombrait 10 000 morts, 53 000 blessés et 22,2 millions d'habitants qui dépendaient de l'aide humanitaire. Le bilan après 3 ans de conflit est donc dramatique. Il n'y a pas de solution humanitaire à des problèmes humanitaires, a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Celui-ci venait de remettre un chèque de 930 millions d'euros pour financer un programme de l'ONU en faveur du Yémen. Pour mettre un terme à la souffrance au Yémen, a expliqué le secrétaire général de l'ONU, la solution est politique et nous sommes à votre disposition pour travailler afin de trouver une solution. On peut en conséquence partager le conflit yéménite en 2 périodes distinctes. La première, c'est la guerre de Saada qui débute en 2014 avec l'insurrection des chiites de la région de Saada, puis qui tend à se transformer à partir de 2014 en guerre civile qui touche le pays en entier. Il s'agit donc d'une crise humanitaire grave, avec une situation complexe et sans trop de peine aujourd'hui, on peut confirmer que la situation n'est pas près de bouger. Voilà tout ce qui concerne les événements au Yémen ainsi que leur chronologie. Merci Mel. Derrière tout ça, chacun qui prétend vouloir débloquer la situation, mais entre intérêts personnels et crise humanitaire, nous avons enquêté sur qui finance réellement cette guerre. D'où proviennent les armes des rebelles et quels sont les avions utilisés par la coalition pour bombarder les opposants. N'assisterions-nous pas à une sorte de guerre froide entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite qui se disputent sur un territoire qui n'est pas le leur? C'est ce que nous allons voir dans le prochain reportage signé Tom et Zed. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, je vais parler de la vente légale d'armes qui aujourd'hui est difficile à juger car les contrats ne sont pas toujours publics. Ensuite, on estime que le commerce des armes, donc du coup légal, atteint 30 à 40 milliards de dollars par an, tandis que les dépenses militaires s'élèvent à 1700 milliards de dollars en 2014. Donc dans le monde, il y a 1249 entreprises sur 90 pays qui sont productrices d'armes. Donc selon un rapport de l'Institut suédois de recherche sur la PCPRI, par rapport à la période 2006-2011, les exportations en 2011 et 2015 ont doublé. Donc, comme nous pouvons voir sur ce tableau, les États-Unis sont en première position avec 34% d'exportation d'armes, et sur la période 2007-2011, ces ventes américaines ont augmenté de 21%, notamment envoyées au Moyen-Orient et à l'Arabie saoudite. Ensuite, la Russie arrive en deuxième position avec 10% de ses ventes en Syrie et 22% des ventes de part du marché. La France, quant à elle, arrive en quatrième position et avec le contrat Inde-Égypte-Qatar représentant 84 Rafales, donc un Rafale c'est un avion de combat français qui a été créé par Dassault Aviation, cela pourrait la faire remonter à la troisième ou à la deuxième place. Donc, en parlant de la France, selon un rapport publié le 12 mars 2017 par l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, sur la période 2013-2017, la vente d'armes dans le monde a augmenté de 10%. Tandis que pour l'Hexagone, ces ventes ont augmenté de 27%, ce qui lui a permis de passer de 5,8% à 6,7% des parts du marché. Elle s'est ainsi hissée à la troisième place mondiale, dépassant l'Allemagne. L'Égypte, quant à elle, troisième importateur mondial, représente à elle seule 25% des ventes d'armes et Rafales sur le sol français, fournisseur de 37%. Donc, la Chine était la première importatrice d'armes françaises entre 2008 et 2012 et passe désormais à la seconde place, avec 8,6% des parts de marché français, suivi de l'Inde 8,5%, l'Émirat arabe uni 8,5% et l'Arabie saoudite 5,5%. Le conflit yéménite est majoritairement nourri en armes par 3 grands pays qui sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, à titre d'exemple, l'Arabie saoudite, un des principaux belligérants de la guerre, a été pris dans le véritable film H2. 2013 et 2017,
Ces importations d'armes ont augmenté de 2,5% par rapport aux 5 années précédentes. En 2015, elles se fournissaient à titre de 20 milliards de dollars d'armement américain, faisant des États-Unis son premier fournisseur et la France le troisième, de quoi faire du Royaume le deuxième pays importateur d'armes dans le monde derrière l'Inde. Depuis quelque temps, des ONG, des citoyens et des députés n'ont eu cesse de questionner le gouvernement français sur la légalité des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, un autre acteur, et à respecter ses engagements sur ces transferts d'armes dans le cadre du conflit au Yémen, et d'appeler à plus de transparence car pour la première fois en 2017, les autorités françaises n'ont pas rendu leur rapport annuel sur les exportations françaises au secrétariat du traité sur le commerce des armes, TCA. L'Observatoire des armements, un organisme indépendant, a publié un rapport sur le fait qu'il existe un risque juridique très élevé que les transferts d'armes de la France vers ces deux pays soient illégaux au regard du TCA et la position commune du Conseil de l'Union européenne. Tous deux interdisent aux États d'exporter du matériel militaire s'il existe un risque qu'il puisse être utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Comme dit précédemment, la France vend à des pays de la coalition arabe, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui participent au bombardement au Yémen, nourrissant ainsi le conflit. Mais les rebelles, eux, où se fournissent-ils? Certains soupçonnent l'Iran, et nous interviewons Lies Yassine, notre envoyé spécial, pour en savoir plus. Delhi. Alors en effet, lors d'une conférence de presse organisée le jeudi 14 décembre par l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley a présenté des preuves qu'il qualifiait d'irréfutables de la livraison de missiles balistiques par l'Iran aux rebelles houthis du Yémen. Elle s'exprimait depuis une base militaire située proche de Washington, devant un immense cylindre d'aluminium cabossé, les restes prêtés par l'Arabie Saoudite du missile balistique tiré le 4 novembre sur l'aéroport international. Les rebelles contrôlant une large partie du territoire ont pu mettre la main sur les armes présentes sur place et ainsi constituer un arsenal plus conséquent. On pourrait soupçonner un risque de corruption entre les forces armées yéménites et les rebelles houthis qui leur auraient permis d'obtenir de l'armement. Seulement, nous ne pouvons pas déterminer exactement comment les rebelles se fournissent en armes car nous manquons pour l'instant d'informations à ce sujet. L'Iran fabriquerait, elle, ses propres armes, mais passerait aussi des commandes à des pays intermédiaires ayant accepté de lui vendre. Aujourd'hui, il y a fort à craindre que des pays d'Amérique latine comme le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua ou l'Équateur ne fournissent directement ou indirectement de l'arme à Téhéran. Avant la crise, le Venezuela achetait de l'armement russe en quantité. Une partie de ces livraisons, en particulier des pièces de rechange, plus discrètes à transférer, aurait bien pu aboutir en Iran. Déjà, certains pays sud-américains accordent des facilités financières au régime des Mollahs, qui parvient ainsi à contourner les diverses sanctions décrétées par le gouvernement américain. Par exemple, depuis 2007, l'Export Development Bank of Iran, qui participe directement au financement des achats militaires, possède la Banco Internacional de Desarrollo vénézuélienne. À l'été 2009, cet organisme financier iranien a conclu des accords avec la Banque centrale d'Équateur. Il est à noter que l'EDBI est également présente au Kazakhstan, en Biélorussie, en Syrie, en Afrique, particulièrement en Ouganda et en Asie. Merci Lies. Seulement, ne nous quittez pas. Récemment, de nombreux événements ont eu lieu au Yémen. Pouvez-vous nous éclaircir à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, le Yémen est pris à cheval entre deux entités distinctes, principaux acteurs du conflit, à savoir les rebelles houthis et la coalition arabe soutenue par une majorité des pays occidentaux. Au milieu de tout cela figure une branche de l'État islamique, organisation armée terroriste et d'idéologie salafiste qui lutte pour un gouvernement fondé sur le Coran. Originelle d'Irak et de Syrie, elle a réussi à s'implanter sur le territoire yéménite après un affaiblissement d'Al-Qaïda présent déjà depuis 2009 et qui se fait appeler AQAP, Al-Qaïda dans la péninsule ibérique. Ses membres adhèrent à une idéologie profonde salafiste, s'opposant alors de facto contre les rebelles houthis de courant chiite. Le 20 mars 2015, le groupe terroriste revendique des attentats suicides contre les mosquées chiites de Sahana lors de la guerre civile yéménite, faisant ainsi 142 morts. S'en suivirent plusieurs attentats de ce genre, notamment en septembre 2015, lors de l'Eid al-Adha, fête musulmane qui a lieu le 24 de ce même mois, qui font 25 morts. 4 mois après, le groupe terroriste attaque le siège du gouvernement à Aden ainsi que des centres de commandement de la coalition saoudienne à l'aide des kamikazes. Le bilan est de 15 morts dont 4 soldats. Le 20 novembre 2015, le groupe perpètre un attentat contre l'armée yéménite du Hadramaout, faisant 50 morts. Les terroristes perdent de leur côté 19 hommes après la contre-offensive des loyalistes. Le 6 décembre 2015, le groupe terroriste revendique l'assassinat du gouverneur d'Aden, le général Jafar Mohamed Saad, et de 6 de ses gardes lors d'un attentat à la voiture piégée. Ce piège consiste à mettre une bombe dans la voiture. La veille, les terroristes avaient assassiné le juge antiterroriste. Milieu décembre 2015, le groupe terroriste a aussi fermé une université à Aden faute de mixité. Le 28 et 29 janvier 2016, le groupe revendique une série d'attentats et suicides avec le même stratagème de la voiture piégée près du palais présidentiel Al-Mahachak à Aden. Le 29 août 2016, le groupe revendique un attentat à Aden.
Très intéressant. Avant de terminer, avez-vous une conclusion? Oui, comme on a pu le voir, ce pays est pris d'une très grande instabilité et le principal responsable de la guerre civile n'est ni le mouvement de contestation des chiites de Saada, ni sa contestation avec le gouvernement, mais bien la présence d'une grande quantité d'armes sur place et l'intervention de puissances étrangères dans le conflit. Si la coalition arabe ne bombardait pas le pays et ne fournissait pas d'armes au gouvernement yéménite, et si l'Iran n'alimentait pas en artillerie les Houthis, et que cette rivalité chiite et sunnite entre les grands pays du Golfe n'avait pas lieu, la situation serait bien différente. Si les pays exportateurs d'armes comme la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France ne pensaient pas qu'à leurs propres intérêts en étant la source primaire des armes présentes dans les mains de chaque camp, tout en prétendant vouloir en finir avec cette guerre à l'origine d'une profonde crise humanitaire, quelle serait la situation aujourd'hui? C'est ce profond égoïsme qui n'a qu'intérêt économique et commercial comme priorité au prix de milliers de vies qui est la véritable cause de tout ça, et cela doit cesser. Je vous remercie. C'est sur ces paroles que nous concluons cette édition de 30 minutes enquête. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro qui fera directement suite à celui-ci. La crise humanitaire des Rohingyas quand la religion est cause des persécutions. Toute l'équipe vous souhaite une agréable soirée et à bientôt.